Chapitre 1. Une décision dans une maison silencieuse. Je m'appelle Claire. Je suis une femme australienne d'âge moyen. Mes enfants ont grandi et ont quitté la maison. Maintenant, le matin, la maison est très calme. Il n'y a plus de bruit de sac d'école, ni de conversation rapide avant le travail. Il y a seulement le silence. Depuis plusieurs années, j'apprends le français. Pas sérieusement. Pas intensément. Juste un peu ici et là. Une application sur mon téléphone. Une vidéo de temps en temps. Je comprends beaucoup plus que je ne parle. Je peux lire des articles simples. Je peux suivre une conversation lente. Mais quand je dois parler, je cherche mes mots. Un matin, en préparant mon thé, j'ai pensé à quelque chose de simple mais radical. Et si je parlais seulement français pendant 30 jours? Pas seulement avec d'autres personnes. Même seul. Même dans ma tête. La maison était calme. Personne ne m'entendrait. Personne ne me jugerait. J'ai souri à cette idée. Elle semblait un peu étrange. Parler seul en français, dans une cuisine australienne. Mais plus j'y pensais, plus cela me semblait nécessaire. Si je continue à penser en anglais toute la journée, comment mon français peut-il devenir naturel? Si ma bouche ne travaille pas, comment puis-je devenir plus fluide? Ce matin-là, j'ai pris une décision claire. Pendant 30 jours, je parlerai uniquement français. Même si je suis seule. Même si cela semble ridicule. Et c'est ainsi que tout a commencé. Chapitre 2. Créer ma propre France en Australie. Avant de commencer officiellement le défi, j'ai réfléchi à une chose importante. Pourquoi est-ce que je fais cela? Pourquoi parler uniquement français, même seul? La réponse était simple. En Australie, tout est en anglais. La télévision, les journaux, les conversations avec les voisins, les appels téléphoniques. Mon cerveau vit en anglais depuis toujours. Même quand j'étudie le français, je retourne immédiatement à l'anglais après la leçon. Si je voulais vraiment progresser, je devais changer mon environnement, au moins à la maison. Je ne pouvais pas déménager en France. Alors j'ai décidé de créer ma propre petite France ici. Avant de continuer, j'aimerais vous poser une question. Dans quel pays regardez-vous cette vidéo ou lisez-vous cette histoire? Écrivez le nom de votre pays dans les commentaires. J'aime imaginer que nous sommes connectés depuis différents endroits du monde. Pour moi, ce défi n'était pas seulement linguistique. C'était mental. Je voulais voir ce qui se passerait si je supprimais l'anglais pendant 30 jours dans mon espace personnel. J'ai commencé par des choses simples. J'ai changé la langue de mon téléphone en français. J'ai collé quelques notes dans la cuisine avec des mots français. La table. La chaise. La porte. Je savais que ce serait difficile.
Parler seul en français peut sembler étrange. Mais la maison est silencieuse maintenant. Mes enfants ne sont plus là. Personne ne me regarde. Et dans ce silence, j'ai décidé de changer la langue de ma vie quotidienne. Chapitre 3, jour 1, parler au mur. Le premier jour du défi, je me suis réveillée avec une sensation étrange. Avant même de sortir du lit, je me suis dit « Bonjour ». Ce n'était pas naturel. Normalement, mes pensées sont toujours en anglais. Cette fois, je devais faire un effort. En entrant dans la cuisine, j'ai parlé à voix haute, je prépare le petit déjeuner. Ma voix sonnait un peu différente. La maison était silencieuse, et moi, je parlais seul en français. J'ai presque ri. Quand j'ai ouvert le réfrigérateur, j'ai cherché le mot pour « eggs ». J'ai hésité. Les « e ». J'ai répété le mot plusieurs fois. Puis j'ai continué, je prends les œufs. Je fais des œufs brouillés. Chaque phrase demandait de la concentration. Le plus difficile n'était pas la grammaire. C'était la vitesse. Mes pensées allaient plus vite que mes mots en français. Je devais ralentir. Je devais accepter de parler comme une débutante. Plus tard dans la matinée, j'ai oublié une règle importante. J'ai pensé en anglais pendant plusieurs minutes sans m'en rendre compte. Quand je me suis surprise, j'ai recommencé en français. Non, je parle français. L'après-midi, je me suis sentie fatiguée mentalement. Parler dans une langue étrangère toute la journée demande beaucoup d'énergie. Même pour décrire des choses simples comme « je nettoie la table » ou « je vais au jardin ». À un moment, je me suis demandé si ce défi était trop ambitieux. Personne ne m'obligeait à continuer. Je pouvais facilement revenir à l'anglais. Mais j'ai décidé de rester fidèle à ma promesse. Le soir, avant de dormir, j'ai résumé ma journée en français. Lentement. Avec des pauses. Ce n'était pas élégant. Mais c'était réel. Le premier jour m'a montré une chose importante. Je dépendais beaucoup de l'anglais. Le français demandait un effort conscient. Et pourtant, malgré la difficulté, j'ai ressenti une petite fierté. J'avais commencé. Et même si je parlais au mur, je savais que quelque chose changeait déjà dans mon esprit. Chapitre 4. La fatigue mentale. Le deuxième et le troisième jour ont été encore plus difficiles que le premier. Au début, j'étais motivée. Mais après plusieurs heures à parler seulement en français, mon cerveau était fatigué. Je remarquais que je faisais plus de pauses. Pour dire une phrase simple comme « je dois appeler ma sœur demain », je devais réfléchir à chaque mot. Cela me donnait l'impression d'être lente. Un après-midi, je me suis assise dans le salon avec un livre. Normalement, je lis facilement en anglais. Mais maintenant, je devais penser en français. Même mes pensées silencieuses devaient être en français. C'était épuisant.
Je me suis rendu compte à quel point l'anglais est automatique pour moi. Je n'ai jamais besoin de réfléchir pour former une phrase. Avec le français, chaque phrase demandait une décision. Parfois, je me surprenais à penser en anglais pendant quelques secondes. Quand je le remarquais, je me corrigeais doucement. Non, continue en français. Je ne voulais pas être trop dur avec moi-même. Le plus étrange était de parler seul. Quand je rangeais la cuisine, je décrivais mes actions. Je lave les assiettes. Je mets les verres dans le placard. Si quelqu'un m'avait vu, il aurait peut-être pensé que j'étais un peu folle. Mais dans le silence de la maison, cette folie était libre. La fatigue mentale était réelle. Le soir, j'avais moins d'énergie. Pourtant, je sentais aussi que mon cerveau travaillait d'une manière nouvelle. Comme un muscle qui s'entraîne après longtemps sans exercice. À la fin du 3e jour, je me suis posé une question honnête. Est-ce que je peux vraiment continuer pendant 30 jours? La réponse n'était pas claire. Mais je savais une chose. Si je voulais que le français devienne naturel, je devais accepter cette phase difficile. La fatigue n'était pas un signe d'échec. C'était un signe de transformation. Et pour la première fois depuis longtemps, je sentais mon esprit sortir de sa zone de confort. Chapitre 5. Les premiers changements. Vers le 4e ou le 5e jour, j'ai commencé à remarquer un petit changement. Ce n'était pas spectaculaire, mais c'était réel. Un matin, en préparant mon thé, je n'ai pas eu besoin de chercher chaque mot. J'ai dit naturellement, je fais du thé. Je mets l'eau chaude dans la tasse. Les phrases venaient un peu plus vite. Je n'avais pas besoin de traduire mentalement chaque idée. C'était encore lent, mais moins fatigant. Je remarquais aussi que certaines expressions devenaient automatiques. Quand je laissais tomber quelque chose, je disais immédiatement « Oh là là ». Quand je me trompais, je disais « Ce n'est pas grave ». Ces petites phrases étaient devenues naturelles. Un autre changement était dans ma tête. Parfois, des fragments de pensée apparaissaient directement en français. Pas des phrases longues. Juste des petites idées. Il fait beau aujourd'hui. Je suis un peu fatigué. Cela me surprenait. Avant, je pensais toujours en anglais et je traduisais ensuite. Maintenant, le français commençait à exister par lui-même. Je me suis aussi rendu compte que je faisais moins d'erreurs simples. Je n'oubliais plus certains articles. Je formais les phrases avec plus de confiance. Bien sûr, il y avait encore des moments difficiles. Quand je voulais exprimer une idée complexe, je manquais de vocabulaire. Je devais simplifier mes pensées. Mais au lieu de me frustrer, j'acceptais cette limite. Je me disais, parle simplement. Le plus important était la continuité. Le soir du 5e jour, j'ai réfléchi à la différence entre le premier jour et maintenant. Au début, tout semblait étrange et artificiel. Maintenant, parler seul en français semblait un peu plus normal.
La maison ne semblait plus aussi silencieuse. Elle était remplie d'une nouvelle langue. Et même si je n'étais qu'au début du défi, je sentais que quelque chose se réorganisait doucement dans mon esprit. Le français n'était plus seulement une activité d'étude. Il commençait à devenir une habitude. Chapitre 6. Les erreurs et la discipline. Vers le 6e et le 7e jour, j'ai découvert une nouvelle difficulté. Même si je faisais des progrès, l'anglais revenait parfois automatiquement. Par exemple, quand le téléphone sonnait, ma première pensée était en anglais. Quand je lisais un message, je répondais mentalement en anglais avant de me corriger. Je me suis rendu compte que parler seulement français demandait plus qu'un effort linguistique. Cela demandait une discipline constante. Je devais être attentive à mes pensées, pas seulement à mes paroles. Un matin, en préparant le petit déjeuner, j'ai commencé à penser en anglais pendant plusieurs minutes. Quand je l'ai remarqué, je me suis arrêtée. J'ai repris depuis le début en français. Je prépare le petit déjeuner. Je coupe le pain. Je bois du café. Ce n'était pas naturel, mais c'était nécessaire. Pour rester concentré, j'ai créé une petite règle. Chaque fois que je parlais en anglais par habitude, je devais répéter la phrase 3 fois en français. Ce n'était pas une punition sévère. C'était simplement une manière de renforcer mon engagement. Au début, cela arrivait souvent. Je devais me corriger plusieurs fois par jour. Mais petit à petit, les moments d'anglais devenaient moins fréquents. Je sentais aussi que mon esprit devenait plus flexible. Quand je ne connaissais pas un mot en français, au lieu de retourner à l'anglais, j'essayais de décrire l'idée autrement. Par exemple, si j'oubliais le mot pour l'aider, je disais l'objet pour monter en haut. Ce n'était pas parfait, mais cela me permettait de continuer. Cette discipline me fatiguait encore parfois. Mais elle me rendait plus forte mentalement. Je comprenais que la fluence n'est pas seulement une question de vocabulaire. C'est une question d'habitude. Chaque jour, je construisais une nouvelle habitude. Une habitude où le français devenait la langue principale de ma maison. Et même si je vivais toujours en Australie, je commençais à sentir que mon esprit habitait dans 2 langues. Ce n'était pas facile. Mais c'était exactement le défi que j'avais choisi. Chapitre 7. Parler de mes émotions en français. Vers le 8e et le 9e jour, j'ai découvert une nouvelle difficulté. Parler des actions quotidiennes était devenu plus simple. Je pouvais dire ce que je faisais, ce que je voyais, ce que je préparais. Mais exprimer mes émotions en français était plus compliqué. Un matin, je me suis sentie un peu frustrée. J'avais mal dormi et je me sentais fatiguée. Normalement, je me parle en anglais dans ces moments-là. Cette fois, j'ai essayé de décrire mon état en français. Je suis fatiguée. Je suis un peu irritée. Je n'ai pas bien dormi. Les phrases étaient correctes, mais elles semblaient différentes. Je me suis rendu compte que chaque langue porte une émotion particulière. En français, ma frustration semblait plus douce. Moins directe.
comme si les mots avaient un autre rythme. Un autre jour, j'étais contente après un appel avec ma fille. J'ai dit à voix haute, « Je suis heureuse. Je suis fière d'elle. » Ces mots m'ont touchée différemment qu'en anglais. Ils semblaient plus calmes, plus réfléchis. Parler de mes émotions en français me demandait plus de temps. Je devais chercher les mots justes. Mais cela m'obligeait aussi à ralentir et à réfléchir plus profondément à ce que je ressentais. Je me suis aussi surprise à me donner des encouragements en français. Tu peux continuer. Ce n'est pas grave. Ces petites phrases avaient une force nouvelle. Elles semblaient plus conscientes. Petit à petit, le français entrait non seulement dans mes actions, mais aussi dans mes sentiments. Ce n'était plus une langue technique. C'était une langue vivante. Je comprenais que parler seulement français ne changeait pas seulement ma façon de communiquer. Cela changeait ma relation avec moi-même. À la fin du 9e jour, je ne me sentais plus ridicule en parlant seule. Je me sentais engagée. Comme si je construisais un espace intérieur différent. Le défi devenait plus profond que je ne l'avais imaginé. Il ne s'agissait plus seulement de pratiquer. Il s'agissait de vivre, même mes émotions, dans une autre langue. Chapitre 8, moins étrange, plus naturel. Vers le 10e jour, quelque chose a changé. Parler seul en français ne me semblait plus aussi étrange qu'au début. Les premiers jours, j'avais l'impression de jouer un rôle. Maintenant, cela devenait plus naturel. Je me réveillais et mes premières pensées étaient déjà en français. Il est quelle heure? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Ces phrases apparaissaient sans effort conscient. Ce n'était pas parfait, mais c'était spontané. En faisant le ménage, je décrivais mes actions sans réfléchir longtemps. Je passe l'aspirateur. Je nettoie la fenêtre. Je n'avais plus besoin de traduire mentalement chaque mot. Mon cerveau semblait s'adapter. Un moment m'a particulièrement surprise. En marchant dans le jardin, j'ai commencé à réfléchir à un petit problème pratique en français. Je cherchais une solution, et mes pensées restaient en français pendant plusieurs minutes. Ce n'était plus seulement une description d'action simple. C'était une réflexion réelle. Je remarquais aussi que je corrigeais mes propres erreurs plus rapidement. Si je faisais une petite faute, je la corrigeais immédiatement sans revenir à l'anglais. Cela me donnait plus de confiance. Bien sûr, je manquais encore de vocabulaire pour des idées plus complexes. Mais au lieu de me bloquer, je simplifiais mes phrases. Je comprenais que la communication est plus importante que la perfection. Le plus intéressant était le changement intérieur. Parler en français me rendait plus calme. Je parlais plus lentement, je réfléchissais davantage. Cette nouvelle manière de penser influençait aussi mon humeur. La maison, qui était silencieuse au début, semblait maintenant habitée par une présence différente. Une présence linguistique. Le français remplissait l'espace.
Je n'étais qu'au tiers du défi, mais je sentais déjà une transformation. Ce n'était pas spectaculaire. C'était progressif. Le français ne remplaçait pas l'anglais complètement. Mais il devenait une partie réelle de ma vie quotidienne. Et pour la première fois, je me suis dit que peut-être, à la fin des 30 jours, je ne serais plus la même personne qu'au début. Chapitre 9. La phase de solitude. Vers le 12e et le 13e jour, une nouvelle sensation est apparue. Ce n'était plus la fatigue ni la difficulté des mots. C'était une forme de solitude. Parler uniquement français à la maison créait une distance étrange avec le monde extérieur. Quand je sortais pour faire des courses, tout était en anglais. Les conversations autour de moi, la radio, les annonces dans les magasins. Je devais parler anglais avec les autres. Mais dès que je rentrais chez moi, je revenais au français. Ce changement constant demandait de l'énergie. Parfois, j'avais envie de me détendre en pensant simplement en anglais. C'était plus confortable. Plus rapide. Plus naturel. Un soir, je me suis assise dans le salon et j'ai ressenti une petite tristesse. Je parlais seule depuis presque 2 semaines. Il n'y avait pas de dialogue réel en français, seulement mon propre monologue. Je me suis demandé si ce défi avait du sens. Est-ce que parler seul peut vraiment améliorer la fluidité? Est-ce que je ne devrais pas plutôt chercher plus de conversations réelles? Mais après quelques minutes, j'ai compris quelque chose d'important. Cette solitude faisait partie du processus. J'entraînais mon cerveau à fonctionner sans dépendre immédiatement d'un interlocuteur. Je construisais une autonomie linguistique. Le lendemain matin, j'ai décidé d'être plus douce avec moi-même. Je me suis dit, c'est normal de se sentir seul parfois. Continue. J'ai préparé mon petit déjeuner en décrivant chaque étape. Lentement. Calmement. Je me suis aussi mise à écouter plus de podcasts français pendant la journée. Même si je ne parlais pas avec quelqu'un, j'entendais des voix françaises. Cela rendait la maison moins silencieuse. Petit à petit, la solitude est devenue plus légère. Je ne parlais plus au mur. Je parlais à moi-même avec intention. Et j'ai compris que ce défi n'était pas seulement linguistique. Il était aussi mental. Il m'apprenait à rester engagé même quand personne ne me regarde. À ce moment-là, j'ai su que si je pouvais dépasser cette phase, je pourrais aller jusqu'au bout des 30 jours. Et j'ai continué. Chapitre 10. Le test à l'extérieur. Vers le 15e jour, j'ai décidé de tester mes progrès à l'extérieur de la maison. Parler seul en français était devenu plus naturel, mais je voulais savoir si cette nouvelle fluidité fonctionnerait avec d'autres personnes. Un matin, je suis allée dans un petit café en ville. Je savais que la serveuse était française. D'habitude, je commandais en anglais pour aller plus vite. Cette fois, j'ai respiré profondément et j'ai commencé en français. Bonjour, je voudrais un café et un croissant, s'il vous plaît. Elle m'a répondu en français,
sans hésitation. Son rythme était plus rapide que le mien, mais je comprenais. Nous avons échangé quelques phrases supplémentaires. Elle m'a demandé depuis combien de temps j'apprenais le français. J'ai répondu calmement. Je me suis rendu compte que je ne paniquais pas. Les phrases venaient plus facilement qu'avant. Je n'avais pas besoin de traduire chaque mot dans ma tête. Même si je faisais de petites erreurs, je continuais sans m'arrêter. Après avoir quitté le café, je me suis sentie légère. Ce moment n'était pas long, mais il était important. Il confirmait que les 15 jours passés à parler seul avaient un effet réel. Plus tard dans la journée, je suis allée faire des courses. En marchant dans les rayons, je décrivais mentalement les produits en français. Les tomates sont fraîches. Je dois acheter du lait. C'était devenu presque automatique. Ce test à l'extérieur m'a donné plus de confiance. Je comprenais que le défi n'était pas isolé de la réalité. Il me préparait à parler dans des situations concrètes. En rentrant chez moi, j'ai résumé ma journée en français à voix haute. Je me sentais plus fluide que le premier jour. Moins hésitante. Il restait encore 15 jours. Mais je savais maintenant que quelque chose s'était réellement transformé. Le français n'était plus seulement un exercice dans une maison silencieuse. Il commençait à exister dans le monde réel autour de moi. Chapitre 11. Une pensée différente. Vers le 17e ou le 18e jour, j'ai remarqué un changement plus profond. Ce n'était pas seulement la fluidité ou la vitesse. C'était ma manière de penser. Un matin, j'ai reçu un message qui me posait un petit problème pratique. Normalement, j'aurais réfléchi immédiatement en anglais pour trouver une solution. Cette fois, mes premières pensées étaient en français. J'analysais la situation avec des phrases simples mais claires. Cela m'a surprise. Je ne forçais plus la langue. Elle apparaissait naturellement dans des moments inattendus. Je me suis aussi rendu compte que parler en français me rendait plus calme. Les phrases françaises sont parfois plus longues, plus structurées. Pour parler correctement, je devais ralentir. Ce rythme plus lent influençait aussi mon humeur. Quand je me sentais stressée, je me parlais en français. Ce n'est pas urgent. Prends ton temps. Ces mots semblaient créer une distance entre moi et le problème. Comme si la langue me donnait un espace supplémentaire pour réfléchir. Je remarquais aussi que ma personnalité semblait légèrement différente en français. Je parlais plus doucement. Je choisissais mes mots avec plus d'attention. Je devenais plus réfléchi. Ce changement me fascinait. Je vivais dans la même maison, dans la même ville australienne. Mais à l'intérieur, quelque chose évoluait. Je ne traduisais plus chaque idée. Je construisais directement en français. Même si le vocabulaire restait simple, la pensée était plus fluide. Bien sûr, je faisais encore des erreurs. Mais je n'étais plus bloqué par elles.
Elle faisait partie du processus. En me regardant dans le miroir un soir, j'ai murmuré en français, « Tu changes ». Cette phrase m'a touchée. Le défi de 30 jours n'était plus seulement un exercice linguistique. Il devenait une transformation intérieure. Je sentais que je construisais un deuxième espace mental. Un espace en français. Et cet espace devenait de plus en plus naturel. Chapitre 12. Des réflexes automatiques. Vers le 20e jour, j'ai commencé à remarquer quelque chose de très encourageant. Certaines phrases sortaient sans effort. Je ne les construisais plus mot par mot. Elles étaient déjà prêtes dans mon esprit. Par exemple, quand je faisais tomber quelque chose, je disais immédiatement, « Ce n'est pas grave ». Quand je cherchais un objet, je murmurais, « Où est-ce que je l'ai mis ?» Ces expressions étaient devenues automatiques. Je n'avais plus besoin de traduire ces idées depuis l'anglais. Elles existaient directement en français. Un matin, en préparant le petit déjeuner, j'ai réalisé que je pensais entièrement en français depuis plusieurs minutes sans m'en rendre compte. Ce n'était pas un effort conscient. C'était naturel. Je remarquais aussi que ma vitesse s'améliorait. Les pauses étaient plus courtes. Les phrases s'enchaînaient plus facilement. Même si mon vocabulaire restait simple, je pouvais parler plus longtemps sans m'arrêter. Cette évolution me donnait une grande satisfaction. Je comparais mentalement le premier jour et maintenant. Au début, chaque phrase demandait une concentration intense. Maintenant, certaines structures étaient intégrées. Je faisais encore des erreurs de temps en temps. Mais je les corrigeais immédiatement. Je ne revenais plus à l'anglais pour chercher une solution. Le plus intéressant était le sentiment de confort. Parler seul en français ne me semblait plus étrange. C'était devenu une habitude normale. Je me surprenais même à préférer certaines expressions françaises. Elles semblaient plus adaptées à ce que je voulais dire. Ce 20e jour marquait un tournant. Je sentais que mon cerveau s'était adapté au défi. Il restait encore 10 jours. Mais je savais déjà que cette expérience avait changé quelque chose de durable. Le français n'était plus un exercice temporaire. Il faisait partie de ma vie quotidienne. Et cela me donnait envie d'aller jusqu'au bout. Chapitre 13. Quand quelqu'un le remarque. Vers le 23e ou le 24e jour, j'ai vécu un moment inattendu. Une amie m'a appelé en visioconférence. Elle savait que j'apprenais le français, mais elle ne connaissait pas mon défi des 30 jours. Au début, nous avons parlé en anglais, comme d'habitude. Puis elle m'a demandé de lui dire quelques phrases en français, juste pour entendre mes progrès. Normalement, cela m'aurait rendue nerveuse. Cette fois, j'ai accepté calmement. J'ai commencé à parler de ma journée. Je décrivais ma routine, mes lectures, mes petites activités. Les phrases venaient plus naturellement que je ne l'imaginais. Je n'avais pas préparé ce que j'allais dire. Après quelques minutes,
elle m'a interrompu avec un sourire. Elle m'a dit que mon français semblait plus fluide. Elle a remarqué que je faisais moins de pauses qu'avant. Son commentaire m'a surprise. J'étais tellement concentrée sur mon effort quotidien que je ne voyais pas toujours les progrès. Ce moment m'a donné une nouvelle énergie. Ce n'était pas seulement une impression personnelle. Quelqu'un d'autre pouvait entendre la différence. Plus tard dans la journée, je suis sortie marcher. En marchant, je repensais à cette conversation. Je me sentais fière, mais aussi reconnaissante envers moi-même d'avoir continué malgré les moments difficiles. Je réalisais que parler seul pendant presque un mois avait un effet réel. Même sans interlocuteur constant, mon cerveau s'était entraîné. Je ne cherchais pas la perfection. Je voulais simplement devenir plus naturel. Et ce compliment montrait que j'avançais dans la bonne direction. Il restait encore quelques jours avant la fin du défi. Mais ce moment m'a confirmé que ces semaines d'efforts n'étaient pas invisibles. Le changement était audible. Et cela me motivait à terminer les 30 jours avec la même détermination que le premier matin. Chapitre 14, jour 30. Écoutez ma propre voix. Le 30e jour est arrivé plus vite que je ne l'imaginais. Quand je me suis réveillée ce matin-là, j'ai ressenti un mélange de fierté et de curiosité. Est-ce que j'avais vraiment changé? Est-ce que ces 30 jours avaient transformé ma façon de parler? Pour répondre à cette question, j'ai décidé de faire quelque chose de simple. J'ai enregistré ma voix. D'abord, j'ai écouté un ancien enregistrement que j'avais fait le premier jour. Ma voix était hésitante. Je faisais beaucoup de pauses. On entendait clairement que je cherchais mes mots. Puis j'ai enregistré un nouveau message en français. J'ai parlé de mon expérience, de mes difficultés et de mes progrès. Les phrases sortaient plus vite. Il y avait encore quelques erreurs, mais le rythme était différent. En comparant les deux enregistrements, la différence était évidente. Je parlais avec plus de confiance. Les silences étaient plus courts. Ma prononciation était plus naturelle. Ce moment m'a profondément touchée. Ce n'était pas une illusion. Le changement était réel et mesurable. Je me suis aussi rendu compte que je n'avais plus peur de parler seul en français. Au contraire, cela me semblait normal. Même après 30 jours, je n'avais pas envie d'arrêter complètement. Le défi m'avait montré que la fluence n'est pas un talent mystérieux. C'est le résultat d'une habitude quotidienne. Parler chaque jour, même seul, avait créé une nouvelle facilité. Ce 30e jour ne marquait pas une fin, mais un nouveau début. Je savais que je continuerais à parler en français régulièrement, même si je n'appliquais plus la règle stricte. En regardant ma maison silencieuse, je me suis dit que ce silence avait été un allié. Il m'avait permis de transformer mon esprit sans distraction. Et en écoutant ma propre voix en français, j'ai compris que j'avais construit quelque chose de durable. Quelque chose qui resterait bien après ces 30 jours. Chapitre 15. Ce que ces 30 jours m'ont appris.
Après ces 30 jours, j'ai compris que ce défi était plus qu'un exercice linguistique. Il m'a appris la discipline, la patience et le courage de sortir de ma zone de confort. Parler seul en français, chaque jour, m'a obligé à rester engagé même quand personne ne me regardait. J'ai découvert que la fluence ne vient pas seulement des livres ou des cours. Elle vient de l'habitude. En utilisant le français dans ma vie quotidienne, j'ai transformé la langue en outil naturel. Je ne parle pas parfaitement. Mais je parle avec plus de confiance. Je n'ai plus peur du silence ou des erreurs. Je continue. Et je sais maintenant qu'il suffit parfois de changer une petite règle dans sa vie pour créer un grand changement intérieur. La conclusion. Ces 30 jours à parler uniquement français ont transformé ma façon d'apprendre et de penser. Je n'ai pas changé de pays, mais j'ai changé d'habitude. En parlant chaque jour, même seul, j'ai construit une nouvelle confiance. J'ai compris que la fluence n'est pas un mystère. C'est une pratique régulière. Aujourd'hui, je sais que l'immersion peut commencer chez soi. Il suffit d'oser.